Bonsoir ou rebonsoir. La période de prière et de fête en l'honneur de Vishnu se termine. La lumière de sa Shakti, sa femme, Lakshmi, s'allume. À La Réunion comme à l'île Maurice ou en Inde, la lumière montre le chemin. Dans La Réunion, comment il est. Bonsoir, Selvam Shanmugam. Bonsoir. Le regard, lorsque j'ai dit sa Shakti, sa femme, Lakshmi, je me suis trompé? Non. Ah d'accord, ok, parce que à chaque fois je me dis toujours Parvati, c'est bien la femme de Shiva, et Saraswati, c'est bien la femme de Brahma. Donc ça pouvait être que Lakshmi, la femme de Vishnu. Non, c'est parfait. Et effectivement, la Deepavali, c'est aussi une fête dédiée à la déesse Lakshmi, qui est réputée un peu la déesse de la prospérité. Mais pas seulement la prospérité, mais aussi la famille. Selvam, regardez, voilà l'image que je montre. Et si vous n'entendez pas, parce que c'est en off, normalement, c'est un mantra. Et ce mantra, c'est prononcer 108 fois le nom de Lakshmi dans ce mantra. On va juste dire pourquoi prononcer 108 fois, juste pour expliquer pourquoi on prononce 108 fois le nom de la divinité qu'on honore. En fait, dans le sens même du mantra, quel que soit le mantra, que ce soit 108 fois ou d'autres mantras avec d'autres nombres différents, mais c'est le fait, c'est la puissance du son. C'est la puissance de... C'est comme le home dans la méditation. C'est la puissance tout est dans le côté phonétique, et que donc le fait de répéter ce son... Ce sont les vibrations qui doivent apporter le... Donc c'est ça. Alors, on célèbre Lakshmi donc depuis cette semaine, en tout cas on le voit sur les réseaux sociaux, tout le monde se dit Deepavali Vashtukal, donc soit un joyeux Deepavali, mais on est sorti un petit peu du cultuel, on est passé dans le culturel, pourtant Selvam, ça n'a pas été simple d'amener cette fête à La Réunion. Il y a 28 ans, ça a été une bagarre de Tamil Sangam. Oui, parce que quand Tamil Sangam a lancé ça, on a commencé à travailler sur le projet de début 89, et on est arrivé en octobre 90 pour lancer le projet. On cherchait un partenariat avec une des collectivités, et c'était très difficile de faire accepter par une collectivité, parce que je suis parti voir, je peux citer les municipalités de Saint-Paul, de Saint-Denis, du département, etc. Et ça n'a pas été évident pour eux d'accepter, parce qu'on avait toujours réduisé l'apport indien uniquement à un apport culturel, et que donc nos décideurs n'arrivaient pas à faire la part des choses entre le côté culturel et le côté culturel, et que nous, dans cette manifestation, c'était le côté culturel qu'on voulait célébrer. Le côté culturel, on le fait déjà à la maison ou au temple. Donc d'ailleurs, le jour du Deepavali, par exemple, cette année, c'est pas fin du mois, c'est déjà passé. C'est le mercredi 18 octobre, qui est le jour culturel. Et donc on a comme un peu pour Noël, donc il y a des villages de Noël qui sont faits pendant une semaine, 2 semaines. Il faut savoir juste pour Noël que normalement c'est le 6 décembre, je crois, avec la fête de Saint-Nicolas. Si je ne me trompe pas, je reviendrai dessus. Ouais. Mais c'est vrai que les dates évoluent en fonction aussi des... Et donc ça, c'est de manifestations culturelles. J'allais dire des peuples, sachant que le Noël orthodoxe est un peu plus tard. Donc c'est une manifestation culturelle. Donc c'était très difficile de faire accepter à ce moment-là. Et donc on était... Et moi qui voulais fêter ça dans toute l'île, un peu partout dans toute l'île, mais c'était facile pour moi de le dire, mais après de le faire accepter par nos partenaires, c'est pas été évident. Donc c'est pour ça qu'on a accouché, la lumière a accouché avec beaucoup de difficultés, mais finalement on a tenu bon, et finalement la ville de Saint-André a accepté d'être partenaire de l'opération. Une femme, c'était Patrick Campardi qui disait il a fallu frotter les esprits pour faire jaillir l'étincelle, et de l'étincelle est née la flamme. 28 ans après, cette lumière, aujourd'hui, elle éclaire La Réunion. Ce que je disais, c'est que cette lumière, comme toute flamme, elle vacille. Elle vacille au gré du vent. Et notre lumière vacillait quand j'ai lancé ça. Il a fallu la protéger, il a fallu mettre les 2 mains pour se protéger la flamme. Et il faut aller aussi chaque fois nourrir avec de l'huile, il faut l'alimenter. Il ne suffit pas tout simplement de lancer, mais il fallait aussi gérer ça au gré des années pour en faire vraiment une institution, une intégration culturelle avec tous les apports ethnoculturels de La Réunion. Et donc il m'a fallu du temps.
une persévérance. Et parce qu'au départ, on nous a dit oui, mais c'est une fête communautaire, etc. Et moi, je voulais absolument qu'on fête ça sur la place publique, pour ne pas que ce soit une fête communautaire. Il fallait absolument que je sorte des 4 murs des temples pour que cette fête soit sur la place publique, à la vue de tout le monde, et intégrant le public. Alors, si on accepte le projet de Saint-Paul, de Yolande Véléien et de la mairie de Saint-Paul, le Deepavali du Vivre Ensemble, c'est pour le 3 novembre, je crois, et le 10 novembre aussi, puisque c'est le jour-là qu'aura eu la grande fête. Est-ce que le Deepavali est sorti est-ce que le Deepavali est devenu une fête culturelle et culturelle pour la Réunion, ou on est encore dans une forme d'indianité qui essaye de garder cette fête pour elle? Il faut garder cet équilibre, parce qu'en même temps, il ne s'agit pas de ôter son authenticité. C'est important, parce que si on enlève le sens profond d'une fête, qui est la fête de la victoire du bien sur le mal, de la fête de Lakshmi, etc., il ne faut pas non plus aseptiser cette fête. Alors, juste pour rentrer dans le cultuel, on va revenir à une chose. Il faut savoir que dans la religion, dans la mythologie indienne, dans la Trimurti hindoue, l'homme et la femme est un seul être au départ. Il faut savoir que Lakshmi, c'est aussi Vishnu qui s'incarne sur la terre. Et entre autres, pour rester dans le cultuel, et pour ceux qui, la dernière fois on a parlé de la marche sur le feu, de Pandjali, qui est Draupadi dans le Mahabharata, il faut savoir que dans le Mahabharata, Lakshmi, c'est aussi Draupadi. Donc, il y a du cultuel, c'est une chose, mais est-ce que quelque part, justement, parce que la mythologie indienne, parce que la Trimurti est quelque chose de vaste, est-ce qu'on se perd pas un petit peu dans le cultuel? Est-ce qu'aujourd'hui, le culturel, c'est un petit peu de garder le côté festif, finalement? En fait, dans l'hindouisme, il est difficile de séparer du culte et de la culture déjà. C'est très intriqué. Même nos divinités jouent du flûte, comme Krishna, ou Saraswati qui joue du Veena, enfin l'équivalent du sitar. J'allais dire la harpe. Voilà. Donc tout ça, c'est extrêmement intriqué. Mais ce qui compte, c'est dans l'esprit dans lequel on travaille. On n'est pas là pour faire du prosélytisme d'une religion ou d'autre chose. On s'agit de promouvoir l'expression culturelle d'une manifestation. Or, le Deepavali, l'avantage qu'elle a, c'est que il y a un fond spirituel sur la victoire du bien sur le mal. Et pourquoi j'ai pris Deepavali ce jour-là? Parce que ça célèbre également. Alors, au départ, je vais juste rappeler ça, parce que j'ai essayé quand même de regarder. Au départ, c'est la célébration du retour de Rama, et les gens qui l'attendaient ont mis donc une allée de lampes. Voilà. C'est pour ça qu'on dit Deepavali. Voilà, qu'ils ont allumé, donc pour que Rama trouve le chemin facilement. C'est une fête magnifique, c'est une fête très très belle. Donc après 14 années d'exil, Rama retourne à son royaume qu'on appelle Ayodhya, et les villageois, tout heureux de retrouver le roi Dieu, allument les lampes à huile devant leur porte pour faire cette rangée de lumière, cette Deepavali. Ça, c'est une des expressions dans le Nord. Après, il y a d'autres légendes qui expriment tout ça. Mais donc, c'est une fête spirituelle. Et ce qui était bien, parce que souvent, quand on entend les gens, souvent, ils disent parfois des choses pas forcément positives de l'hindouisme de la Réunion. Parfois, il y a des mauvaises interprétations. Et donc, moi, je voulais montrer, à ce biais-là, pourquoi j'ai choisi Deepavali à l'époque, parce que montrer justement comment il y a la spiritualité, les valeurs spirituelles sont extrêmement fortes dans cette croyance, et qu'il fallait que je montre ça pour donner une image positive de cette civilisation millénaire. Donc j'ai choisi cette fête pour son côté spirituel. Son côté religieux, bien sûr, vous venez de le dire, son côté social, parce que justement c'est tout le village entier qui accède avec de la lumière, et donc on peut multiplier tous ces aspects-là. Et donc à partir de là, c'est une fête extrêmement complète, d'où on a lancé le Deepavali, parce qu'après on avait hésité à lancer le Deepavali, parce qu'on voulait lancer la fête de Pongol, qui est aussi une fête très très importante, et finalement on a choisi à cette époque Deepavali. Le Pongol étant très tôt dans l'année, c'est-à-dire mi-janvier. Vers le 14 janvier, généralement, c'est de le placer surtout, si on regarde l'histoire de la Réunion, le 2 janvier jusqu'au 4 janvier à Bois-Rouge, on regarde les marches sur le feu qui est après, par exemple la Mare vers le 5 janvier. C'est vrai que, d'autant que le Pongol, normalement, c'est pour célébrer le début de la saison agricole, je dirais. Oui. Enfin, en Inde, c'est le début de la première moisson du riz, et c'est le premier riz qu'on fait bouillir pour faire le Pongol. Le Pongol, c'est du riz qui est bouilli, qui
qui monte avec le lait. C'est ça qu'on appelle Pongal. Et à La Réunion, bon, ça coïncide aussi avec la Coupe de la Canne et tout ça. Tout à fait. Et ben maintenant, c'est vrai que ça ne correspond plus, mais quand même, mais disons, l'avantage de Pongal, c'est que c'est une fête très ancrée dans l'histoire réunionnaise, mais on n'a pas... Ça tombait bien avant parce que la campagne sucrière, il y avait 2 campagnes sucrières à l'époque, voilà, donc le premier commençait vers la mi-janvier également, donc ça pouvait correspondre à ce moment-là. Mais on n'a pas abandonné ce projet, on est en train de travailler là-dessus pour faire ça. Mais à l'époque, on a choisi donc Dibavali, et donc et je suis parti proposer à M. Virapollet à l'époque à la mairie Saint-André, et qui m'a dit une phrase que je garde toujours en mémoire. Chanmogam, si tu fais bien, je mettrai les moyens. Et je lui ai répondu tac au tac, monsieur le maire, si vous mettez les moyens, ce sera forcément bien. Donc c'est comme ça que nous avons lancé la palissade n'aurait pas dit. La manifestation. On va juste faire une petite pause. On va regarder un sujet de Jacques Marin. Il y a eu une remise de diplôme le 18 octobre donc au Centaure à Saint-Gilles-les-Bains du CAP au bac plus 4. Ce n'est pas moins de 576 lauréats qui ont reçu leur diplôme des mains des représentants de la CIR, de la région et différentes personnalités présentes. Jacques Marin était là, il n'a rien reçu. Oui, 576 diplômés, l'ensemble des formations en alternance, donc commerce et services, hôtellerie-restauration et bien sûr la formation continue avec les autres directeurs qui sont là pour recevoir leurs diplômés. Non, ce n'est pas une cuvée exceptionnelle, on a chaque année beaucoup de diplômés. Après, c'est vrai qu'on ouvre sans cesse de nouvelles formations, pas forcément sur ma section, mais le pôle formation se développe. Et voilà. Donc on est très très fiers de voir que tout ce monde a répondu présent. Voilà, okay. Avec beaucoup d'élégance et beaucoup de joie, avec de très bons résultats. Comme disait la directrice, c'est 576, mais ça c'est la première partie. La deuxième partie, il est pour le mois de novembre, et ça va se faire dans le sud, parce qu'il y a l'autre partie des diplômés. Mais c'est pas ça aujourd'hui ce qui est important, c'est que ces gens qui vont recevoir un diplôme aujourd'hui, il y a 2 ans de cela, ces personnes-là, ces jeunes-là ont signé un contrat. Et à partir de là, ils ont fait l'effort pour y arriver à ce résultat d'obtenir le diplôme nécessaire. Vous savez, 78% c'est le taux de réussite. Et je peux vous dire, il y a des filières où il y a eu 100% effectivement des gens qui sont déjà embauchés. Et dans les 576, il y a eu quand même près de 80 aujourd'hui qui sont des moins jeunes, qui sont de plus de 30 ans, qui sont des salariés ou des chômeurs, qui ont décidé effectivement de faire une formation. Ça montre qu'aujourd'hui, se former reste quand même quelque chose d'important parce que tout le monde, nous n'avons pas la science infuse et le niveau de l'excellence, c'est pour les entreprises. L'exigence des entreprises amène nous-mêmes à la Chambre de commerce de donner des formations de qualité et amène aux jeunes surtout effectivement de se responsabiliser s'ils veulent vraiment un avenir professionnel. Le bac pro commerce avec la Chambre de commerce sud. Vous avez bossé dans quoi? Prêt-à-porter, vêtements. D'accord. Donc ça y est, c'est bon, vous avez déjà un travail? Non. Après ça, en fait, il n'y avait pas de possibilité de rester dans l'entreprise. Aïe, aïe, aïe. Vous aviez donc une belle expérience? Oui. Et qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Je me suis inscrite à l'université. Ouais, c'est pas mal aussi. Il y avait de la place? Oui. Chanceuse. Vous êtes diplômé aussi? Oui. Quel CAP? Commis de cuisine, cuisinier, comment? CAP cuisine. Ouais. Vous êtes diplômé en quoi, vous aussi? En brevet professionnel de cuisine. C'est un niveau bac, un niveau 4, et avec le diplôme, ça nous permet de passer... Ça te permet par exemple, toi, d'occuper quel poste dans le cadre professionnel? Poste de second, chef de cuisine, seconde cuisine. C'est des diplômes difficiles à acquérir? Ouais, c'est quand même assez difficile, il faut bosser sur 2 longues années, et au bout de 2 ans de formation, on passe le diplôme. Je suis ravi d'être là parmi vous. Pourquoi? Parce qu'il y a 1 an ou 2 ans de cela, les jeunes, vous étiez en train de signer un contrat. Signer un contrat qui vous a amené aujourd'hui à une réussite, de vous avoir un diplôme. Mais entre 1 ou 2 ans, jusqu'à ce soir, il s'est écoulé un laps de temps entre vous et vos parents. Je m'explique. Vous savez, l'avenir de la Réunion, je dis toujours, c'est vous. C'est les jeunes comme vous. Et si vous y êtes arrivés parce que vous avez la volonté de vouloir apprendre. Et comme je dis toujours, dans son parcours scolaire, c'est le comportement qui est quand même très important. Et aujourd'hui, c'est s'instruire. La Réunion de demain a besoin de vous. La Réunion de demain compte sur vous.
28e édition du Deepavali à La Réunion. Ça commence ce soir à Saint-Pierre. Ça commence quand à Saint-André? Il y a eu une conférence de presse aujourd'hui. Oui, du 25 au 29 jusqu'au dimanche. Donc il y a des troupes qui viennent de l'Inde, il y a plus de 50 associations locales qui participent. Donc le programme est très copieux, avec aussi tous les restaurants de l'Est qui sont impliqués. Donc il y a un programme qui a été mis en place. Est-ce que dans ce qui a été présenté ce matin, il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a de nouveaux groupes, de nouvelles troupes? Et est-ce que de l'Inde, parce qu'il y aura ce qu'il y a toujours chaque année, la Mela, oui, qu'il y a au Colosse? Il y a toujours la Mela avec des stands de commerçants locaux. Il y a aussi des stands de commerçants de Maurice et de l'Inde qui sont présents. Il y a aussi le thème aujourd'hui à Saint-André, c'est la danse en musique. Donc vraiment, ils ont insisté beaucoup sur la musique indienne. Il y a des artistes célèbres de la musique indienne, du sitar, qui viennent. Le programme est copieux, mais après on a beaucoup intégré tout ce qui est les associations locales qui font de la décoration, tout cela. Donc on a beaucoup donné l'espace pour les responsables associatifs. Ça sera donc le défilé, c'est le samedi soir. Samedi soir. Ça sera le 28. 28. D'accord. La question là-dessus, c'est est-ce que les chars prennent de plus en plus de place, ou est-ce qu'ils mettent de plus en plus de temps pour les décorer, pour en faire des œuvres d'art finalement? C'est vrai que c'est un gros travail. À l'époque, donc, c'est moi qui le faisais, mais maintenant, c'est plutôt les services municipaux, techniques qui le font. Et les associations également qui travaillent beaucoup dessus. Oui, voilà. Et donc, ils font venir des artistes de l'Inde. Et donc, il y a toutes les complications pour avoir le visa, pour les démarches administratives. C'est lourd en Inde pour travailler même avec le consulat de France là-bas pour avoir des visas, c'est pas évident. Et donc, pourquoi c'est plus facile de partir de La Réunion vers l'Inde que de sortir de l'Inde pour venir à La Réunion? Pourquoi c'est plus difficile? C'est parce que les autorités françaises mettent beaucoup de barrages, beaucoup de difficultés pour pouvoir faire venir des touristes indiens. Malgré tout ce qu'on dit, c'est pas facile. Il y a toute une démarche très fastidieuse. Et si on fait venir des artistes, c'est encore pire. Donc c'est pas évident. Et parfois, pour des bénévoles comme nous, pour des associatifs comme nous, qui ne sont pas vraiment des professionnels à ce niveau, il y a une quantité de papiers, parce qu'il y a l'inspection du travail, et il faut que ce soit fait avec des déclarations au niveau de démarches ici. Et puis, il y a aussi les exigences sanitaires. Voilà, enfin... voilà, donc ce qui fait que c'est lourd pour les milieux associatifs, même déjà pour les municipalités même c'est lourd. Donc vous voyez la quantité de papiers qu'ils demandent, parfois ils nous demandent même combien on a d'argent sur notre compte bancaire à nous, si on fait venir quelqu'un. Donc vraiment ils vont au plus profond dans l'intimité même des responsables associatifs. Donc c'est lourd, et pourtant on a les outils. On a Aerostral qui fait un vol sur Chennai direct. On a donc des municipalités qui ont la volonté politique d'organiser des manifestations indiennes, de façon à ce qu'il y a cette diversité soit intégrée, valorisée. Mais on a du mal encore dans le cadre de la coopération, malgré tout ce qu'on dit, à simplifier les choses. On n'arrive pas à simplifier. Alors, ils sont quand même arrivés. Ils sont arrivés, et ces chars, souvent c'est en fonction des thématiques qu'on a choisies, ils font des chars. Et c'est vrai, c'est un travail d'artiste de haut niveau. Parce que... de toute façon, on les voit sur les temples quand ce sont des Réunionnais qui font venir des artisans de l'Inde pour travailler sur leur temple. Voilà. On voit la qualité du travail. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, il n'y a pas que l'aspect esthétique. Il y a l'aspect aussi de Vastu, parce que tout ça, il y a des traités de livres hindous qui posent comment il faut travailler, dans quel sens orientation il faut orienter tel statut. Et surtout, c'est d'orientation en fonction de chaque divinité. Voilà, en fonction de chaque divinité. Un temple pour Shiva ne doit pas être dans le nord ou dans l'ouest. Enfin, je ne suis pas de spécialiste, mais c'est assez compliqué. Il y a des exigences. Et c'est vrai que, même chose au niveau de ces chars-là. Les chars, on ne peut pas faire n'importe quel char. Il faut que ça respecte aussi, là, comme vous avez vu, par exemple, la déesse Lakshmi. La déesse Lakshmi, on la représente de cette façon-là. On ne va pas changer
changée, modifiée. Elle est toujours assise sur un lotus, elle a 4 bras. Dans la main gauche, je crois, qui est la plus basse, c'est là où descendent les pièces d'or qui tombent. Donc, sachant qu'elle a son animal fétiche, c'est j'allais dire un chouette, un hibou, je crois, si je me trompe. Non, je pense pas que j'ai vu des c'est ce que j'ai en tout cas. En tout cas, pour une chouette, je crois. En tout cas, on voit des. Une chouette. Ah bon, d'accord. Enfin, je crois. Oui. Je vais quand même vérifier, mais je crois que j'ai. C'est vrai que chaque divinité, chaque avatar a des véhicules, a des. Voilà. Et dans l'hindouisme, c'est là aussi pareil, entre la nature, le monde animal, le monde humain, et dans le monde humain, l'homme, la femme. Tout ça est très intriqué. Surtout que l'homme, on voit dans l'hindouisme, on voit que l'homme et la femme sont très complémentaires. Oui. La femme est la moitié de l'homme et l'homme est la moitié de la femme. Il y a même des statues où on voit moitié Shiva, moitié Parvati. Mais ça prouve en fait que dans l'hindouisme, il n'y a pas de Dieu qui soit un homme. Parce que souvent, on a tendance à représenter un être masculin. De toute façon, Shiva, quand on le regarde, que ce soit Shiva, Vishnu et même Brahma, ils sont très effémés dans les traits. Oui, dans les traits, ils sont à ce niveau. Très féminins. Ça dépend des avatars. Même Parvati, on peut la représenter très féminine. Et aussi quand elle se met en colère, etc. Donc tout ça, c'est assez complexe. Mais ça montre aussi quelque part que dans l'hindouisme, ils disent toujours que la Shakti, l'énergie de l'homme, c'est la femme, et qu'ils ont du mal aussi à les séparer. Et les avatars montrent bien. On voit que Vishnu a 108 avatars. C'est comme pour Shiva, qui en a sans doute autant. On voit qu'il y a une déclinaison à partir d'une divinité ou d'une déité. Il y a la nature qui suit. C'est comme l'être humain. Par exemple, je ne sais pas, Jismir Amodeu devant la caméra n'est peut-être pas le même le Jismir Amodeu qui est à la maison. Parce que chacun d'entre nous a un profil. On a des profils et on a surtout on a plusieurs personnalités. Et donc qui est différent selon l'endroit où selon l'environnement dans lequel il est. Et c'est un peu ça dans les aspects picturaux des divinités. Bon, on peut représenter Ganesh gourmand en train de manger des pâtisseries. On peut même présenter en train d'écrire les Védas, etc. Donc, selon les cas. Voilà. Comme pour revenir à Shiva, lorsqu'on voit Parvati, Durga, Kali, et puis toutes les avatars de Kali, dont Mahakali, on voit que il y a dans chaque être plusieurs êtres finalement. Oui. Et cette lumière-là, c'est pour montrer quel est le chemin à suivre finalement. Quelle est la bonne personnalité finalement? C'est pour ça que la question se posait souvent entre les religions monothéistes et polythéisme. L'hindouisme n'est ni une religion monothéiste, ni une religion polythéiste, contrairement à ce qu'on croit, parce qu'on voit beaucoup de divinités, beaucoup d'images. Mais en fait, c'est l'omniprésence. C'est toutes ces facettes se retrouvent dans chaque atome, dans chaque molécule, dans chaque visage. Donc la question ne se pose pas si c'est un ou plusieurs, mais la question, c'est l'omniprésence, être là partout, aussi bien dans la poussière que dans la colonne, comme on dit dans l'hindouisme. Parce qu'on voit aussi, juste après l'hommage rendu à Vishnu, il y a l'hommage rendu à sa moitié, à son énergie. Il y a aussi une suite. C'est pour ça que la déesse Lakshmi a un rôle important, parce que il y a la légende de Ramayana, de dieu Rama, etc. Mais c'est surtout, n'oubliez pas que Diwali, c'est avant tout une fête familiale, et que l'épouse ou la mère au foyer a un rôle primordial. D'autant que Lakshmi est également Sita. Oui. Et Sita, c'est quand même la mère des trois, Brahma, Shiva et Vishnu. Et donc, elle épouse la famille, elle fait un carême qu'on appelle le nombo. Et après, c'est l'épouse, mais d'ailleurs, elle m'a attaché pour moi aussi. Donc, on attache cette ficelle sacrée pour la prier, aussi bien à mes enfants qu'à moi. Donc, et c'est elle qui joue un rôle important aussi en tant que le centre du foyer, l'épouse, la femme. Et donc, et aussi, c'est elle qui veille, c'est elle qui prie
la déesse Lakshmi ce jour-là, on appelle ça Nombo, et pour que son foyer familial soit préservé, pour que son mari soit vivant, pour que ses enfants soient en bonne santé, etc. Donc c'est ça aussi la fête de Deepavali. Cet aspect est un peu moins connu à La Réunion, parce qu'on n'a pas encore réussi à intégrer cette fête dans les milieux familiaux. Fête familiale, et j'allais dire aussi une chose, c'est la place de la femme dans l'hindouisme, et on nous l'a appris à nous aussi, c'est que la femme d'abord, l'homme ensuite, l'enseignant et le Dieu qui vient après. Donc pour montrer que la femme est bien le premier élément finalement de la vie. Oui, parce que dans un grand texte sacré, on dit Annayum Pidavum Muneri Deivam. Annay, mère, Pida, père, viennent avant même Dieu. Tout à fait. Donc Dieu est arrivé qu'en troisième position. Donc pour montrer à quel point la mère, on la met en première. Elle est importante dans cette pyramide, je dirais, dans ces traditions, dans ces coutumes. Oui. Mais c'est aussi, là, on le voit, parce que c'est sans doute la plus grande fête, même si Marliémène reste une déesse, une divinité fêtée à La Réunion, Deepavali, c'est vraiment la divinité qui réunit, je dirais, toute La Réunion. C'est une divinité qui fait le consensus. Ça, c'est un peu comme Shiva, c'est un peu comme Lingam. Et souvent, il y a des gens qui disent, oui, mais nous, on est de tradition Kali. L'autre est de tradition Muruga, et moi je ne fais pas de sacrifice. L'autre il fait non, mais tradition. Mais en fait, quand on regarde bien, c'est qui Shiva, c'est Shakti, c'est qui Kali, c'est la mère de Muruga. Donc c'est entre mère et son fils. Donc nous, on n'a pas à prendre position. Un côté pour le fils, chacun côté choisit sa façon d'honorer. Sa façon d'honorer, et que donc il n'y a pas d'opposition. Nous sommes tous de la grande famille hindoue, et que donc il y a des pratiques complémentaires, et il n'y a pas d'opposition, contrairement à ce que parfois on véhicule à La Réunion. Je crois que c'est important de dire à ceux qui croient, qu'ils détiennent la parole de Dieu, et là je parle d'hindouisme, les officiants qui croient que quel que soit l'endroit où ils viennent, qu'ils ne détiennent pas justement la science infuse, mais que chacun a le droit de vivre son culte, sa culture à sa façon. Oui, parce que vous savez, il y a même de mouvements comme Arya Samaj qui pratiquent l'hindouisme, mais sans aucune statue. Uniquement dans une salle vide, uniquement par la méditation. C'est notre pratique de l'hindouisme. Et alors que d'autres, ils ont besoin de rituels. Et d'autres, ils ont besoin de spiritualité. D'autres, ils ont besoin d'orthodoxie ou de rénovation. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'hindouisme n'est pas un dogme. Elle n'est pas basée sur un livre. C'est pas une religion dogmatique. De toute façon, entre le Mahabharata, entre le Ramayana, entre le Veda, il y a quand même le choix, je dirais, des routes que doit suivre l'être humain. Et après, il y a aussi le fait que dans l'hindouisme, on n'y a pas de volonté de prosélytisme. On ne cherche pas à faire des croisades, on ne cherche pas à faire des conversions de l'autrui. D'ailleurs, on dit si quelqu'un a soif, ce n'est pas la source d'aller vers lui, c'est lui qui doit aller vers la source. Donc on ne va pas aller apporter et même forcer la personne à croire. Et d'ailleurs, il y a Swami Vivekananda, qui lors d'un congrès mondial de religion, on a passé la parole à différents représentants de différentes confessions. Chaque confession disait la mienne elle est la meilleure, la plus juste, les autres c'est des païens, c'est des infidèles. Et quand est arrivé le tour de l'hindou, le Vivekananda, et il parlait de la beauté de l'islam, il parlait de la beauté du christianisme, il parlait de la beauté de différentes religions. Et après, il y a des personnes qui étaient agacées dans la salle. Ils disaient, oui, monsieur, vous avez fait 10 000 kilomètres pour venir parler de la Bible et du Coran, mais parlez-nous de l'hindouisme. Et donc, on l'a interrompu. Et il a répondu, je ne faisais que ça. Alors, merci, Salam Shamliam. On est arrivé à la fin de notre émission. Merci donc à Tammy Shangam, il y a 28 ans. Vous avez donc allumé cette flamme. On va partager ça tout à l'heure avec surtout la régie. Merci à vous et merci pour tout. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler la semaine prochaine. Merci à vous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'est pas parce que c'est les Deepavali, mais chaque jour, c'est bien d'allumer la lumière dans son cœur et dans son esprit. Ça permet déjà de regarder mieux devant soi et déjà de croire en soi. Je vous souhaite un bon début de soirée sur Télé Créole, un bon week-end. Je vous dis à lundi. Bonsoir.